Bonsoir et merci d'être avec nous. Voici les titres de votre journal. Le confinement strict annoncé offusque les chefs d'entreprise du MEDEF et du BTP. Ils réclament de la visibilité au gouvernement. Nous les entendrons dans cette édition. En Nouvelle-Calédonie, l'agroforesterie, les maisons bioclimatiques sont des projets, des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique. Des projets qui pourraient participer à un modèle économique socialement plus inclusif et écologiquement plus responsable. Une contribution locale qui pourrait faire écho à la COP26 qui se déroule en Écosse. Des décisions doivent être prises par les chefs d'État. Pour en parler ce soir, Caroline Rancien, représentante de l'Agence de la transition écologique en Nouvelle-Calédonie. Mais avant de développer ces titres, aucun décès n'a été signalé aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. 590 cas actifs ont été enregistrés. 19 personnes sont en réanimation. 10 378 personnes sont considérées comme guéries. Le taux d'incidence cumulé sur 7 jours glissant est de 120 pour 100 000 habitants. Et enfin, 59,56% de la population a reçu un schéma vaccinal complet. Et justement, au vu de l'évolution de la situation sanitaire, dès lundi, les enfants des écoles primaires de la province Nord pourront regagner leur établissement. Des demi-jauges à la semaine pour toutes les écoles, y compris les maternelles, seront organisés. Des tests hebdomadaires pour les enfants et les enseignants devront être effectués. En ce qui concerne les internats provinciaux et les services de la demi-pension, donc qui resteront ouverts aux horaires habituels, et ces modalités de fonctionnement pourront être ajustées en fonction de l'évolution, bien entendu, de la situation sanitaire. La tension monte dans le privé. Le confinement strict annoncé pour les prochains week-ends offusque les chefs d'entreprise du MEDEF et du BTP qui réclament de la visibilité au gouvernement. Objectif, ne pas rater les fêtes pour surmonter l'année 2021, car cette période peut représenter jusqu'à 70% du chiffre d'affaires des entreprises. Un reportage d'Océane Dacounia. Jusqu'à quelle date les commerces devront-ils rester fermés le week-end? C'est la question que pose le MEDEF à bout à quelques semaines des fêtes de fin d'année. Cette période peut représenter jusqu'à 70% du chiffre d'affaires des entreprises. Les commerçants reçoivent beaucoup de stocks pour ces fins d'année en marge des fêtes de Noël, et nous ne comprenons pas les mesures qui sont prises par le gouvernement de nous imposer à fermer les samedis après-midi et dimanches également. C'est une période trop importante pour nous. Ensuite, lorsque l'on ne travaille pas, c'est du chômage partiel, ça coûte énormément à la Nouvelle-Calédonie. Et au-delà de ça, après, la non-rentrée de chiffre d'affaires dans les caisses d'une société, c'est de la TGC que l'on ne collecte pas pour le territoire. Donc économiquement et fiscalement, c'est une très mauvaise opération pour tout le monde. Autant d'inquiétudes partagées par le monde du BTP. Alliance Urgence Construction s'inquiète de voir les bâtiments se terminer sans suffisamment de nouveaux projets en perspective. Non, c'est pas nouveau. Cette urgence, ça fait un moment qu'on le décrit, qu'on le crie sur tous les toits, que notre secteur est sinistré. Je veux dire, depuis le début de l'année, on a dû avoir peut-être 2 appels d'offres. Et là, en l'espace de 1 mois et demi, on en a eu au moins une dizaine. Donc oui, ça a bougé, mais ça ne suffira pas. Davantage d'appels d'offres dans le BTP ou la réouverture des commerces le week-end, quelle que soit leur nature, les doléances du privé se font pressantes. Et lors de la séance de la province des îles, ce matin, les représentants des commerçants et artisans de l'IFU ont interpellé les élus. Pour le président de l'institution des îles, la province doit être aux côtés des structures économiques. On écoute Jacques Zaneno-Lallier au micro d'Henri Lelou. Il y a un certain nombre de choses que nous devons résoudre
En tout cas, je prie à l'État pour soutenir leur démarche, d'une part, mais d'autre part, j'envoie les copies aux maires et aux autorités coutumières pour leur dire qu'à chaque fois qu'il y a un blocage, quand les entreprises sont en difficulté, c'est la province compétente en la matière qui va venir voir les entreprises en difficulté. Et s'ils tombent faillite, les investissements qu'on aura fait pour les aider n'auront servi à rien, on restera sur place au lieu d'avancer. Si le monde économique hausse le ton, l'obligation vaccinale ne passe toujours pas au pays. Les contestataires ont investi une nouvelle fois la route du nord de Païta. Pareil à Koné-Bouraï, on écoute Jérémy Simon, l'un des manifestants. Nous, on est parti dans un mouvement citoyen, pacifique. Après, on peut durcir le mouvement tout en restant encore pacifique, mais en dérangeant un peu plus, on va dire ça comme ça. Donc on est en train de petit à petit de se mettre d'accord avec Goulouparis, Bouraï, Koné. On a fait une tournée cette semaine. On ira partout là où il faut, discuter avec tout le monde, avec tous les chefs de clan, toutes les chefferies, tous les villages, toutes les communes, pour qu'on arrive à se mettre d'accord. Et s'il faut, on envisage pourquoi pas un blocus total de la Nouvelle-Calédonie, oui. Premier gros travail de fond à faire au niveau des citoyens, au niveau des gens, effectivement un gros travail de fond. Beaucoup ne comprennent pas notre point de vue, nous on essaye de leur expliquer. Après c'est vrai que dans le mouvement, il y a pas mal de collectifs qui se sont montés. Après il faut arriver à ce qu'on se mette tous d'accord et raccord, ou au moins avec une bonne partie, si on veut de toute façon envisager, on va dire, un durcissement du mouvement. Voilà les trois collectifs différents, les agents d'Ercalin, le collectif des Loyalciens et enfin la pirogue des Grandes Cases. Tous contre l'obligation vaccinale ont été reçus par les élus du Congrès ce matin lors d'une mission d'information sur la crise sanitaire. À Tahiti, le vice-président de la Polynésie française, Teraï Alpha, a été démis de ses fonctions suite à son refus de se faire vacciner contre la Covid-19. Une décision prise mercredi soir par le président de l'archipel Édouard Fritsch. Teraï Alpha a déclaré qu'ayant été contaminé par la Covid-19, il disait avoir une immunité naturelle. Une prise de position qui avait été débattue en sa présence lors du conseil politique du 21 octobre. Pour Édouard Fritsch, je cite, « Lorsqu'on est un homme politique, les considérations individuelles doivent s'effacer devant la responsabilité collective ». Et pour revenir à l'Assemblée de la province des îles à Lifou, une assemblée consacrée au débat sur les orientations budgétaires pour la mandature 2020 à 2024. Malgré une situation financière fragile, la PIL a tenu à maintenir ses principaux projets comme l'aéroport international de Wanaham, le pont de Lékine ou encore le port de Tadine. Si la province s'attend à une baisse des dotations de la part du territoire, le président Jacques Lallier se veut rassurant et sollicite l'aide de l'État et des organismes financiers. On l'écoute. Ce n'est pas la première fois qu'il y a une estimation en deçà de nos estimations habituelles. Mais on devra faire avec. Et puis, c'est pour ça que les modalités de gestion de l'exécution des investissements, je disais tout à l'heure que demander à l'État de pouvoir voir avec l'AND si on peut débloquer un fonds qui nous permet de prendre le relais de notre apport, et puis une fois que le financement de l'État arrive pour ces chantiers-là, on reverse directement à l'AFD pour commencer les opérations et qui nous permet de libérer des fonds qui auraient dû servir en termes de financement à financer et puis se faire rembourser par l'État. Mais au lieu de lui faire cela, on essaie de chercher un soutien auprès des organismes bancaires, même s'il doit y avoir un petit intérêt. Dans cette seconde partie de notre édition, on parle environnement, comment baisser l'empreinte carbone, comment lutter efficacement contre le réchauffement climatique. C'est l'œil de la rédaction. Et les pays signataires de la conférence des Nations Unies en débattent depuis dimanche à Glasgow, en Écosse. Il faut savoir que dans le monde, 30 milliards de tonnes de CO2 sont produits chaque année. La Nouvelle-Calédonie en produit plus de 5 millions de tonnes par an, dont 3/4 par les 3 usines.
Donc il est important de capter ce carbone. Une solution, l'agroforesterie, un procédé qui se nourrit des techniques de culture ancestrale, sans pesticides et dans le respect des écosystèmes. Cette technique a de nombreux avantages écologiques, mais aussi économiques. Depuis 4 ans, Michael pratique l'agroforesterie. Nous l'avons rencontré sur les hauteurs de Dimbéa. Un reportage de Michel Pambi. C'est que mes agrumes, comme mes avocatiers au départ, ils vont jamais dépasser leur manioc ou leur arbre qui les attire. C'est-à-dire qu'ils sont pas faits pour être en pleine lumière au départ, tu vois, les petits arbres. Et du coup, là, tu respectes leur écologie. Sur ce terrain de 2 hectares à Dimbéa, on compte environ 23 000 plantes. On y associe les arbres et les cultures dans une parcelle agricole. C'est l'agroforesterie, un mélange d'agriculture ancestrale et moderne pratiqué par cet agriculteur. C'est quand même beaucoup d'arbres à planifier, à planter. Par contre, après, ce sera une gestion avec un minimum d'arrosage, minimum d'engrais. Et on a même prévu des arbres qui sont, par exemple, répulsifs pour le papillon piqueur. Donc tu vois, il y a tout qui est prévu à l'intérieur du système. Eucalyptus, avocatier ou encore ambrevade aident le maraîcher à cultiver une terre très riche grâce aux arbres. Les feuilles et les bois des arbres nourrissent le sol en se décomposant. Les racines rendent aussi la terre plus fertile. Conséquence, Michael fait des économies et n'achète pas d'engrais. C'est pas de la terre fine comme tu as l'habitude de voir dans l'agriculture. Ça veut dire qu'elle est vivante. Et là, tu vois le petit ver blanc là, qui est là. Ça, c'est un ver plat endémique qui est un prédateur des chenilles et des escargots. Lui, il craint vachement les pesticides. Donc si tu mets un produit, même bio, il disparaît. Et c'est un allié précieux. Le rendement des premières lignes de plantation il y a 4 ans est très intéressant. En maraîchage, par exemple, tu vas être à 40 tonnes par hectare. À peu près ce que moi je peux tenir. Alors tu vois, si je fais l'échelle, c'est première année 1,5 tonne, deuxième année 5 tonnes, troisième année 15, quatrième année 20, tout ça sur la même surface, un demi-hectare. Cette structure n'utilise de l'eau que durant la période sèche. Pour Michael Sansoni, ancien ingénieur en biotechnologie, l'agroforesterie peut remplacer l'agriculture conventionnelle. Je pense qu'il faut se fixer un objectif réaliste. Par exemple, tu peux te fixer que voilà, chaque année, un agriculteur il peut passer 0,5 hectare, 1 hectare en agroforesterie. Après, on regarde comment ça réagit chez lui, s'adapter à sa mécanisation. L'agroforesterie peut être une alternative à l'agriculture conventionnelle pour faire face au dérèglement climatique. En 3 ans, on a rentré 25 tonnes de carbone uniquement sur un demi-hectare, uniquement par la photosynthèse, donc uniquement par les arbres qu'on a fait pousser. Ils ont transformé l'énergie du soleil en carbone dans le sol. Et donc ça participe à l'effort global. Ça veut dire que, tu vois, moi, en tant qu'agriculteur, je mets plus de carbone dans le sol que j'en consomme pour faire l'agriculture. Cette technique peut être rentable, mais il faut de la patience. Des sols en bonne santé, c'est moins d'achats de pesticides, d'engrais et de dépenses en arrosage. L'agroforesterie reste encore embryonnaire en Nouvelle-Calédonie. Et pour en parler ce soir, Caroline Rancien, représentante de l'Agence de la transition écologique en Nouvelle-Calédonie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on vient de voir un exemple basé justement sur la nature et selon l'étude que vous avez menée, si nous pratiquons ce genre de projet comme l'agroforesterie, la pêche responsable, l'autosuffisance alimentaire, en clair, un développement durable en 2040. Donc, on peut sauver notre économie, mais aussi notre environnement. Il va falloir tout de même convaincre et financer ces projets. Alors, comment cela pourrait se concrétiser ? Oui, alors c'était une étude qui a été réalisée, je cite les partenaires, en partenariat avec l'AFD ainsi que le VVF, qui a duré quasiment toute une année, où on a regardé l'économie calédonienne et on a essayé de se projeter dans l'avenir en regardant justement si on pratiquait un peu plus d'agroécologie, si on développait un peu plus la filière bois, la consommation de ressources halieutiques, eh bien, qu'est-ce que ça donnait en termes d'emploi. Et donc, en effet, en développant l'agroécologie, qui permet de lutter contre le réchauffement climatique, eh bien, on pourrait développer, créer de la richesse, des emplois, plus 14 000 emplois. Ça représente à peu près 17% des emplois en 2015, donc c'est quand même des enjeux très importants en termes de développement économique pour le territoire. Et qui pourrait nous donner cet argent ? Alors justement, il faut investir et on a quantifié dans cette étude les besoins en investissement. Il faudrait investir au niveau de la puissance publique environ 7 milliards de francs pacifiques par an pendant 20 ans. Alors 7 milliards, ça peut paraître beaucoup.
En fin de compte, quand on regarde les investissements, le budget d'investissement de toutes les collectivités, c'est-à-dire le gouvernement, les provinces ou bien les communes, c'est à peu près 17% de ce budget total d'investissement. Donc c'est beaucoup, mais c'est pas si énorme que ça. Et si on a tous la volonté de le faire, on pourrait y arriver. Alors justement, les 3 usines en Nouvelle-Calédonie produisent 3 quarts des 5 millions de tonnes de CO2 donc, au pays. Comment les convaincre qu'une économie verte serait la solution? Ce n'est pas gagné de ce côté. Oui, exactement. Donc, en effet, la transition énergétique doit s'appliquer pour l'ensemble des acteurs contributeurs, y compris le secteur industriel minier et métallurgique. Alors, on a traditionnellement, on va dire, la SLN qui avait utilisé, construit le barrage de Yaté. Donc, on a quand même une ressource hydraulique importante, mais c'est vrai qu'avec le développement des 2 autres usines plus récemment, qui consomment quand même des énergies fossiles. Donc, fossiles, c'est du fuel, c'est du charbon, qui sont responsables d'émissions de CO2, donc responsables du réchauffement climatique, eh bien, il faut diversifier les énergies que ces industries utilisent. Mais avant ça, il faut aussi peut-être regarder quelles sont les sources de réduction des consommations d'énergie. Comment valoriser l'énergie qui peut être perdue justement dans un process pour éviter de consommer trop ou plus. Et ensuite, en effet, il faut consommer des énergies renouvelables. On a vu que depuis récemment, depuis quelques années, on a des énergies renouvelables qui sont tout à fait compétitives d'un point de vue coût. Je pense notamment au solaire photovoltaïque, mais ce n'est pas la seule énergie. Il faut absolument qu'on arrive à développer l'ensemble des énergies renouvelables, donc l'hydraulique, le solaire photovoltaïque, et également la biomasse énergie, qui est une énergie non intermittente. Alors, les populations, donc dans les tribus, vivaient déjà ce mode de vie. Alors, est-ce que l'enseignement ou prioriser les formations dans ce sens pour les générations futures ne serait-ce pas la solution au lieu de toujours favoriser les formations sur la mine ? Oui, alors c'est une vraie question. C'est vrai que la transition, comme son nom l'indique, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il faut accompagner tous les acteurs. Donc il y a à la fois le développement des technologies. On voit que les filières deviennent de plus en plus rentables. Ensuite, il faut accompagner le changement. Donc ça passe en effet par les formations, parce qu'il y a un certain nombre de filières ou de métiers qui vont peut-être à l'avenir être diminués ou voir certains métiers disparaître. Et des nouveaux vont voir le jour. Je pense notamment peut-être sur tout ce qui est mobilité ou le développement de l'électromobilité. Donc, c'est des nouveaux métiers, peut-être avec un peu plus de technologie, d'électronique qui peuvent aussi intéresser les jeunes. Donc, en effet, il faut accompagner le développement de ces nouvelles formations pour les jeunes et le développement économique de la Nouvelle-Calédonie. Alors Caroline Rancien, restez avec nous. Un autre projet déjà en place au pays, des habitations bioclimatiques. Certaines sont construites et une multitude de projets émergent qui font la part belle donc aux énergies renouvelables. Nous sommes ce soir intéressés à la maison écologique que l'on appelle aussi maison bioclimatique. Je vais y arriver. Un reportage d'Ismaël Wakaseou et Mathieu Le Barbier. Nous nous sommes penchés sur un concept très en vogue à notre époque, la maison bioclimatique, et sa place dans le monde de l'habitat social. Mais la première des questions que nous nous sommes posées, c'est qu'est-ce qu'une maison bioclimatique ? Pour réduire notre impact sur l'ensemble des ressources énergétiques, la maison bioclimatique s'avère être l'une des solutions parmi tant d'autres. Elle est construite selon les ressources renouvelables disponibles dans son environnement proche afin de minimiser son impact environnemental. Car ce genre d'habitation est justement conçu pour être adapté à l'environnement et au climat dans lequel on souhaite l'insérer. On retrouve souvent l'utilisation de bois issus de forêts gérées, voire de terre, ainsi que la protection thermique des toitures et des murs. La ventilation est naturellement utilisée, assurant le confort thermique. Sans avoir besoin de climatiseur, elle assure une température plus basse à l'intérieur qu'à l'extérieur. Elle permet donc une économie d'énergie, mais reste toutefois plus chère à l'achat, à cause de sa construction de qualité. À Pointe-Bout justement, le Fonds social de l'habitat a mis sur pied un quartier composé exclusivement de maisons bioclimatiques. Le projet initial prévoyait 135 lots destinés à la vente, mais aujourd'hui, une dizaine de maisons ont été construites et seulement 4 sont habitées. Alors, il faut savoir que c'est une opération qui remonte déjà il y a plusieurs années, parce que ça fait à peu près 5 ans qu'un concours a été lancé pour construire ces logements et qu'on a retenu
après une large concertation, c'est le logement en bois. L'initiative n'est pas nouvelle. On voit aujourd'hui se concrétiser des opérations qui ont été initiées il y a plusieurs années. Et de la même façon, on peut dire qu'aujourd'hui, tous les logements qui sont construits par le FSH bénéficient soit de chauffe-eau solaire, soit de panneaux photovoltaïques. Donc, il y a systématiquement une utilisation des énergies renouvelables. Cette préoccupation, on va surtout la retrouver auprès des bailleurs sociaux. C'est assez paradoxal parce que ce sont ceux qui ont le plus de contraintes économiques pour construire, c'est ceux qui ont le moins de moyens, entre guillemets. Et pourtant, ils posent des chauffe-eau solaires, ils isolent les toitures, ils protègent les fenêtres. Mais pour en arriver là, il fallait lancer des études il y a quelques années et puis il fallait attendre aussi que le coût des panneaux solaires devienne plus accessible. Parce que si on se souvient quelques années en arrière, c'était beaucoup plus cher, donc pas forcément compatible avec un budget de logement aidé. Parce que pour eux, ça paraît tout à fait logique d'offrir des logements qui soient à la fois confortables à leurs locataires et dont les charges sont réduites. C'est une notion qui est importante. On fait des économies à long terme à faire du bioclimatique. Avoir des familles avec des revenus modestes qui peuvent accéder à la propriété. Donc, si on veut arriver à cet objectif, il faut produire des logements avec des coûts, des prix de revient raisonnables. Là, c'est le cas avec ces pavillons tropicaux dont les prix de revient varient entre 20 et 25 millions. Et puis, il faut également essayer de redonner du pouvoir d'achat à nos acquéreurs. Et en faisant baisser leur facture d'énergie, c'est un des moyens de recréer du pouvoir d'achat. Et donc de pouvoir davantage utiliser ces revenus pour acheter le logement et pas dépenser tous les mois en facture d'énergie. Vous l'aurez compris, le coût de la construction d'une maison écologique est plus élevé que celui d'une maison classique. Néanmoins, à long terme, le choix de l'écologie s'avère judicieux, tant en termes environnementaux qu'économiques. Alors Caroline Rancien, les maisons de nos anciens étaient déjà, je veux dire, bioclimatiques, donc je vais parler des cases. Alors pourquoi avoir mis autant de temps pour revenir à ces normes, à ces modèles? Est-ce que ce sont les études qui ont mis du temps ou est-ce que c'est une volonté politique qui n'arrive pas? Comme vous l'avez dit, en fait, on revient un petit peu en arrière, ou en tout cas on remet au goût du jour des principes de bon sens qui étaient utilisés dans les constructions traditionnelles passées, que ce soit les cases ou les autres types de maisons. Donc c'est vrai que, comme on a pu le voir, ça coûte un peu plus cher à l'achat, oui. Et pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup en fait sur le marché qui se développe. Donc on n'a pas un effet d'échelle qui va permettre de réduire les coûts. Donc ça va coûter un peu plus cher à l'achat, c'est vrai. Et comme ça a été expliqué dans le reportage, les occupants vont faire des économies ensuite sur leur facture d'électricité, puisqu'on aura des bâtiments, des maisons qui seront mieux isolés, donc il y aura moins besoin de mettre de la climatisation notamment. Donc voilà, donc on va récupérer, on va dire, des économies sur le fonctionnement du logement dans le temps, et au final, en fait, en coût global, ça ne va pas coûter plus cher d'avoir un habitat, une maison bioclimatique qu'une maison traditionnelle. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de maisons traditionnelles qui vont peut-être pas coûter très cher à l'achat, mais qui sont des passoires énergétiques. Et en fait, les occupants vont consommer énormément d'énergie, de factures d'électricité pour notamment climatiser. Et au final, c'est les occupants qui sont perdants. Alors, une dernière question. Est-ce que le labellisé est une solution ? Oui, c'est un exemple d'action à mener. On a vu justement dans l'interview précédente le cluster éco-construction. Il y a un collectif d'entreprises qui croient à l'éco-construction, aux maisons bioclimatiques qui se sont constituées et qui proposent justement des solutions qu'aujourd'hui on essaye justement d'expérimenter pour avoir aussi un peu des référentiels qui permettent d'avoir des preuves sur les gains énergétiques des habitats éco-construits par rapport aux habitats dits classiques ou traditionnels. Caroline Rancien, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. À vous. En parlant de labels, comment valoriser les produits du terroir et les commercialiser? Le label bio pourrait être la solution. En Nouvelle-Calédonie, c'est l'association Bio-Calédonia qui accompagne et conseille les producteurs dans le processus de labellisation. Ophélie, animatrice de Bio-Calédonia, rend visite à Elisabeth Agriculture de la tribu de Guapin, nouvellement labellisée Bio Pacifica. Un reportage de Cédric Thiers. Et bonjour mamie. Bonjour. Je viens voir si ça s'est bien passé ton inspection la dernière fois.
Non, ça va. C'est cool comme on dit, quoi. C'est bien. Ils sont gentils aussi. Quand ils sont venus, ils ont vu un peu des petites choses on plante sur le soleil, puisque là, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'endroit mouillé, mais c'est le soleil. Aujourd'hui, Ophélie, animatrice de l'association Bio-Calédonia, rend visite à Elisabeth, agricultrice de la tribu de Goapin, labellisée depuis moins d'1 an. Comme il n'y a qu'une inspection par an, et comme c'est un système participatif de garantie qui est basé sur la confiance, on a besoin d'avoir un petit suivi quand même de ce qui rentre dans le champ, de ce qui en sort, pour que lorsque on fasse une inspection, on sache réellement ce qui a été fait, ça vient d'où. C'est que la norme, elle demande un outil de traçabilité. Alors ça peut être un cahier, un outil informatique, une application. Ce label valorise les pratiques agricoles ou de transformation de produits agricoles qui appliquent les règles de l'agriculture biologique. Toutes les productions agricoles, quelle que soit la dimension des parcelles ou le statut de l'agriculteur, sont donc concernées par le label Bio-Pacifica. Bala bali tenje bunna la bame enjen janna hatla bunna janna la me jonge nguma bubai bun ikenjen bun dawandi bunla bando me kera I bunna la bame tenje be luwina na mani atuvemba be wande ngoro kaluba baka wa yari nan njeri wa yari nan njeri be nangom na njeta tana bu nanya dia wa ka kanje Bakanya to mongori ba bele bi juru ba numbo era junga no bra ka ngene njina bu batin nanya dia bakana na bu ya fils. Comme Elisabeth, Frédéric, agriculteur à Pointe-Boute, utilisait à ses débuts les techniques de l'agriculture conventionnelle. Il s'est peu à peu tourné vers l'agriculture biologique et a récemment obtenu le label Bio-Pacifica. Ce label, pour moi, pour nous, ça met en valeur notre travail et notre fierté surtout. Ouais. Et ça permet de prouver qu'on respecte bien les règles justement tout ce qui est culture biologique. Hein. Quel est l'intérêt du label pour un producteur? Il peut être économique, c'est-à-dire qu'un producteur peut venir pour essayer d'avoir une plus-value, parce qu'il il serait dans cette démarche-là, il correspondrait déjà à la norme et il voudrait mettre en avant ce travail-là et donc le vendre un petit peu plus cher. Il y a aussi l'avantage de rentrer dans un réseau. On a un recueil de connaissances entre toutes les personnes qui est vraiment impressionnante. Et déjà, nos producteurs entre eux peuvent s'échanger. Parce qu'un producteur qui est bio donc, a des semences bio et peut fournir à d'autres producteurs. Voilà, est créé en 2008 par la CPS. Le label Bio-Pacifica est délivré pour l'instant dans 6 pays, les îles Cook, Fidji, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Samoa et Vanuatu. Voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention. Merci à l'équipe qui m'a aidé à réaliser ce journal. Je vous souhaite un excellent week-end.